Nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, la corruption est sans doute l'un des maux les plus visibles qui sapent les fondements du développement. Et pour cause, les actions de lutte engagées contre le fléau semblent jusque-là inefficaces. Le dernier rapport mondial de Transparency International sur le niveau de perception de la corruption dans le secteur public est venu assombrir un tableau déjà pas reluisant. 80e en 2014 et 83e en 2015, le Bénin a encore chuté en 2016 pour se retrouver à la 95e place sur les 176 pays classés au monde. Et au regard de la dernière déclaration du député Rosine Soglo faisant état de ce que de l'argent a circulé au sein de l'hémicycle pour orienter les votes dans le cadre de la recevabilité du projet de révision de la Constitution, eh bien, on comprend qu'on est encore loin de sortir de l'auberge. Et si le pays s'est tout de même doté depuis au moins 5 ans d'une loi anti-corruption, qu'est-ce qui continue alors de plomber la lutte contre le fléau? On fera le débat autour de la question avec deux invités sur ce plateau. D'abord avec vous, Gustave Assa, bonjour. Bonjour à vous et merci pour Sika TV. Acteur de la société civile, vous êtes le président du réseau Social Watch Bénin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Partagé, merci beaucoup. Également avec nous pour en parler, Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour. Communicateur, vous êtes également un ancien membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Gustave Assa, lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption au Bénin, vous, en tant que responsable d'une association qui assure la veille citoyenne, quel état des lieux pouvons-nous faire? Je crois que c'est une question qui suppose véritablement la prise en compte au niveau de 3 paliers. Le premier palier, c'est au niveau de la population. La corruption est vécue. La corruption agit. La corruption détruit. Il y a un lien fondamental entre, je dirais, le sens de responsabilité et le bien commun, le bien partagé. Au point où, dans notre constitution déjà du 11 décembre, le peuple s'est engagé à agir et à prendre des décisions contre tout régime qui s'installe dans l'arbitraire, dans la corruption, dans la concussion, au point donc de montrer le sens de responsabilité souhaité pour lutter contre cette corruption. Aujourd'hui, dans cet engagement que notre Constitution a voulu que les États prennent aujourd'hui, il y a les institutions de lutte contre la corruption qui sont installées pour donner, n'est-ce pas, le boulevard afin de pouvoir lutter correctement contre ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est moins la corruption que l'impunité. Et ce constat a été dégagé au niveau de l'indice de perception de la corruption, de l'enquête justement que vous avez évoquée tout à l'heure, au niveau donc de Transparency International, qui montre que les institutions sont là, la corruption est là, et aujourd'hui au Bénin, il est avéré, révélé que la question de l'impunité est là, et présente au point où on peut même dire qu'il y a une culture de l'impunité dans notre pays, ce qui ne devrait pas. Cela appelle à des actions urgentes. Ça, c'est le premier niveau et que j'ai pu soulever avec la question au niveau de l'État, au niveau de l'appareil qui gouverne. On sent qu'il y a une volonté, mais on ne voit pas toujours l'engagement. On veut aller plus loin. Le sens de l'engagement se retrouve au niveau toujours de ces institutions. De l'étude que nous avons faite, par exemple, sur le système national d'intégrité, il faut donner toute la force à certaines institutions, comme l'ANLC, par exemple. Mais aujourd'hui, l'ANLC n'a pas toutes ses forces aujourd'hui. Si bien qu'on a l'impression qu'on crée les institutions, on ne leur permet pas de finir le travail qui peut se faire aujourd'hui. Si la corruption est une gangrène au niveau de notre société, il faut tacler à la fois l'appareil qui gouverne, l'appareil exécutif. Il faut travailler au niveau de l'appareil législatif et de l'appareil judiciaire. D'ailleurs, quand on a fait cette étude, on a eu un certain nombre de faiblesses à ces différents niveaux qu'aujourd'hui, on doit relever à travers le système national d'intégrité et travailler à promouvoir, n'est-ce pas, un certain esprit d'intégrité, au lieu d'attendre que les crimes économiques se posent d'abord et que même déjà, on ne prenne pas de précautions pour punir.
C'est ce que je pourrais dire en attendant. Alors, Agapit Napoléon, pour vous qui avez été membre de la première mandature de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, comment vous appréciez de votre position la lutte contre la corruption telle que pratiquée aujourd'hui au Bénin? Est-ce que je dirais plus que M. Assa? Pas vraiment, parce que l'État s'existe. L'État a fait beaucoup d'efforts. Depuis 1990, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'appareil étatique pour prévenir tout au moins le fléau, la gangrène de la corruption, prendre des mesures législatives, signer des accords, signer des conventions, protocoles, la loi, des structures sont créées. Mais au niveau de l'impact, on attend toujours. Donc, quand on est arrivé au niveau de l'autorité, on a fait faire une étude avec l'appui de la Banque mondiale sur justement la prise en compte de la lutte contre la corruption depuis 60. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de structures, même aux temps anciens. Les gouvernements de 60 à 72, les gouvernements de la Révolution, 72-90, et depuis 90, de 90 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées. Donc, la volonté a existé. Mais cette volonté n'a pas pu se mater, n'arrive pas à aller au bout. Aller au bout, c'est frapper, c'est punir, c'est sanctionner. Et or, les sanctions ne sont pas prises parce qu'à un moment donné, il y a blocage. Il y a blocage au niveau administratif parce que les conseils de discipline qui doivent se réunir pour appliquer les sanctions administratives ne se réunissent pas, soit par laxisme, soit par affairisme, soit par, en tout cas par le fait des hommes. Par le fait des hommes. Hein? Et au niveau judiciaire, la justice a son fonctionnement. Parfois, c'est le gouvernement lui-même qui gère parce que vous saisissez le procureur. Le procureur, c'est au niveau de la poursuite. Or, le procureur, quand on dit on a saisi la justice, on a saisi la justice. Quand vous saisissez le procureur, vous n'avez pas saisi la justice. Vous avez saisi le bras, et la porte d'entrée du gouvernement vers le secteur judiciaire. Et ça, c'est quand le dossier qui est le juge et le procureur est vers le juge d'instruction qu'on peut dire que la justice est saisie. Or, beaucoup de dossiers restent au niveau des procureurs parce que justement, le gouvernement n'a pas intérêt à faire lancer telle ou telle enquête. Donc, voilà un peu les goulots. Tant qu'on ne sanctionnerait pas, on va se mettre à dire la corruption. Ça ne va pas avancer. Les préventions, moi, je pense qu'on a déjà atteint le niveau de prévention nécessaire pour aller maintenant vers la punition, vers les sanctions visibles, palpables, qui impactent. Hélas, on a l'impression vraiment d'impuissance face à cette situation. À vous entendre, on a l'impression que le problème ne se pose pas au niveau de la création de structures, le problème est ailleurs. Il faut sanctionner, il faut aller jusqu'au bout. Je dois dire oui, en fait, au niveau des structures, on peut faire mieux. La NLC, c'est un construit inachevé. C'est un construit inachevé. Je pense qu'on a voulu donner et retenir. On n'a pas laissé la main libre à la NLC. Quand vous regardez la loi 2011-20 et les articles sur la NLC, articles 5, 6, 7, 8 et 9, voilà les 4 articles sur l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Vous allez voir, c'est terme, c'est timide. Est-ce qu'il faut leur donner? Est-ce qu'il faut ne pas donner? Parce que l'État lui-même a peur, le gouvernement a eu peur sans doute de lâcher, de donner de pouvoir. Or, même nos gouvernements ont ratifié le protocole de la CEDEAO contre la corruption qui est entré en vigueur il y a un an, en juin 2015. On a ratifié la convention de l'Union africaine contre la corruption. On a ratifié la Convention de Mérida des Nations Unies de 2003, toujours contre la corruption. On a ratifié ces accords, ces conventions qui sont en vigueur et logiquement font partie aujourd'hui du bloc juridique anticorruption dans complicité. Mais le problème, c'est que la loi 2011-20, au lieu de domestiquer donner beaucoup d'autonomie à l'ANLC, les moyens matériels, la couverture de pour ses membres, les moyens d'investigation, mais il n'y a pas eu cette main-là. Donc, la NLC, quand vous regardez ces attributions, est beaucoup plus confinée dans la prévention que réellement dans la répression. Ainsi, on dit exploiter à toutes fins utiles. Voilà les 2 ou 3 articles qui concernent la justice. Exploiter à toutes fins utiles les frais de dénonciation et en saisir le procureur compétent.
Ensuite, on dit apporter son assistance à la justice lorsqu'elle en fait la demande. Donc, si la justice n'en fait pas la demande, il ne faudrait pas d'assistance apportée. Et le fait que dès qu'à partir du moment où vous avez exploité à toute fin utile les faits, vous saisissez le procureur compétent. Il en fait ce qu'il veut. Et tous les dossiers que la NLC a une bonne dizaine de dossiers déposés auprès du procureur, on n'a jamais eu de suite. Donc, vous voyez que c'est déjà, même au niveau des structures, il a parlé de l'indice. Je pense qu'il y a également une absence de leadership dans les structures anticorruption. Quand vous regardez la NLC, c'est 13 membres. Mais la loi aurait pu faire de la NLC l'organe qui est le lead, la structure fêtière anticorruption. C'est de fait cela. Mais quand vous avez ça, vous avez encore d'autres structures, même au niveau étatique, qui font quand même d'une manière ou d'une autre la gouvernance et autres. Ça fait qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur, donc il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une remontée normale d'informations, il n'y a pas une synergie. Et quand vous manquez de tout ça, vous comprenez que les actions passent ne peuvent jamais aboutir à des résultats concrets. Je vais revenir à vous, Agapit Napoléon. Gustave Assara, après avoir écouté Agapit Napoléon, ancien membre de la NLC, oui. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, est-ce que vous avez eu l'impression que cette structure qui devait être le bras armé de la loi anti-corruption a été finalement un marché de dupes? Est-ce qu'on nous a donné le mouton et gardé la corde? Je pense que ça fait partie donc, des faiblesses des fondations politiques qui, à des moments donnés, n'arrivent pas à résister contre le choc de la corruption. Ça fait partie donc des éléments du diagnostic fait par le système national d'intégrité, l'étude sur le système national d'intégrité. Ça confirme ce qu'il est en train de dire. C'est l'une des institutions qui aurait, par exemple, le pouvoir judiciaire, le pouvoir d'ester, le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller, de s'autosaisir et de poursuivre des gens. Mais ça n'a pas été. C'est pour ça que, dans les propositions, le système national d'intégrité, l'étude a proposé que l'on constitutionnalise la NLC. Ce qui n'était même pas dans les dernières propositions qui sont allées au niveau de l'Assemblée. Ça fait partie donc du troisième point de la faiblesse institutionnelle et de la faiblesse de l'engagement ou du niveau politique de l'État. Lorsqu'on propose une telle alternative, on doit donner les outils nécessaires, la force nécessaire pour que l'on soit sûr des résultats probants, de l'impact souhaité par, n'est-ce pas, les actions qui sont menées à ce niveau-là. Aujourd'hui, on fait le constat malheureux qu'au-delà de cette institution, c'est-à-dire qu'il faut l'organiser, non pas seulement en termes d'activité, mais d'institutionnalisation fêtière, mais il faudrait que les actions dans ce sens-là soient suivies, soient harmonisées, soient coordonnées, et qu'on ait des chantiers sur lesquels on navigue pour appuyer l'État dans son désir d'aller contre la corruption, d'aller contre l'impunité dans notre pays. Cela ne se fait pas sentir. Effectivement, je pense que, est-ce que l'État a pris la corde? C'est plus que ça. L'État, je vous l'ai dit, la volonté est là, mais l'engagement politique n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut poser des actes concrets pour qu'on soit sûr que l'État, effectivement, fait avoir des résultats. Cela ne veut pas dire, quand vous avez demandé tout à l'heure, qu'il n'y a pas de résultats. On observe certaines choses. Il y a certainement des avancées, mais qui sont plombées par d'autres, je dirais, d'autres dispositifs carrément. Ce qui avance, c'est lent. Mais ce qu'on ne peut pas enlever de la tête des Béninois aujourd'hui, c'est que la corruption est acceptée et tolérée. C'est je dirais, ça fait partie de nos habitudes. Et quand quelqu'un s'en plaint, on le regarde comme un mouton, on regarde le vendeur de maïs et qu'on sort. Mais ça devrait aller jusqu'à ce niveau du choc. On doit être choqué quand on parle de corruption quelque part. On doit être choqué quand on dit que quelqu'un a fait ci et n'est pas du tout puni. Pour faire l'état des lieux, toujours fini peut-être, il faut noter quand même qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus rackettés. On observe plus ça au niveau de la circulation. Quand les policiers poursuivent les gens, et pour 200 francs seulement, tu vois, on est capable de les poursuivre jusqu'à ça, là, c'est fini. Ça, ce combat, on a avancé. De Malanville à Cotonou, on avait 99 points d'eau. Je dirais, qu'est-ce que j'accorde? 99 points d'arrêt et de contrôle. Aujourd'hui, on a ces arrêts, on a ces contrôles, mais on n'a plus de raquettage. On n'a plus, n'est-ce pas, le soupçon de corruption policière. Pour raconter cette histoire, un jour, on demandait aux policiers, mais pourquoi ils ont toutes ces poches-là? Et à lui de répondre, mais toutes ces poches-là ont leur fonction, c'est pourquoi elles sont dans la rue, pour que cela soit occupé. Il faut maintenant qu'on aille jusqu'à ce niveau pour comprendre que ces efforts
sont quand même à saluer. Les gens circulent. La question de sécurité est réglée d'une manière ou d'une autre. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Il y a des points sur la table que le chef de l'État et les ministres sont en train de taper aujourd'hui. Dans les ministères aujourd'hui, on ne parle plus de déposer la pierre avant de faire un dossier. Donc mais je comprends bien, quelque chose est quand même quelque chose en train d'être fait, mais il y a trop de choses sur lesquelles il faut encore revenir pour que nous ayons la possibilité. Il est urgent d'intervenir. Je vous dis que c'est moins un problème de corruption que d'impunité. Il y a des actes qui ont été des actes pour lesquels la punition doit être automatique. Et il y a aussi comment on appelle, le double pédalage aussi, c'est-à-dire que 2 poids 2 mesures, cela s'observe. Parfois, on attend le gouvernement, c'est lent, mais parfois, c'est automatique en même temps. Et c'est-à-dire qu'il faut aussi aller à la vitesse souhaitée et au temps convenu. Je vais revenir à vous, Gustave Assaragapit Napoléon, l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Cela voudrait dire finalement, carrément, que c'est une institution qui va tout le temps aboyer sans jamais mordre. Au risque de décevoir l'opinion, je pense que c'est plus ça aujourd'hui. En tout cas, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui. Je vous donne, pendant un an, la NSC a fonctionné sans être renouvelée. Personne ne s'en est ému, par exemple. Quand la NSC s'est installée en 2013, elle n'avait pas de siège. Elle n'avait pas de siège. On a travaillé parce que la loi a dit, le décret disait que la création de la NSC met fin à l'existence de l'OLC. Mais donc, la question est de savoir, est-ce que la NLC remplace l'OLC? C'est-à-dire nulle part. Donc, la NLC n'avait pas de siège. Et c'est en l'absence de tout siège que la NLC a décidé d'aller occuper les locaux de l'OLC, par exemple. Le budget, il a fallu attendre octobre pour en avoir. Mais le budget de la NLC, c'est quoi? Il faut le dire. 400 000 millions en 2013, 400 millions en 2014, 700 millions en 2015, 1 milliard en 2016 ramené à 600 millions et 525 millions en 2017. Ça dit que ça évolue et puis ça chute. Et quand je dis cette année charnière 2016, c'est l'année de renouvellement, donc il y a un certain nombre de dépenses. Alors quelle structure peut réellement fonctionner avec un tel crédit? C'est des crédits de fonctionnement. Ça peut permettre de travailler. C'est fonctionnement, ça, c'est charges internes et quelques va-et-vient. Mais ce n'est pas ça. Les moyens, donc les moyens, tout à l'heure j'ai parlé de la loi de comment la RSC n'a pas les moyens techniques d'agir, mais même les moyens opérationnels. Elle n'en a pas. Comme je vous ai dit, vous regardez le dernier ministère aujourd'hui à combien pour fonctionner? Ça a augmenté en termes de milliards. C'est en termes de milliards. Donc, la dernière institution de la République fonctionne avec combien? C'est en termes de milliards. On peut attendre d'une institution c'est 13 personnes. Financièrement n'est pas autonome. C'est 13 personnes. C'est l'une des institutions à 13 personnes, mais n'a pas les moyens. Regardez, donc, il y a ça, c'est important. À partir du moment où... Maintenant, la question c'est est-ce que les gouvernants en voulaient? Moi, en 2013, je me suis posé cette question au moment où on arrivait. On n'avait aucun, comme je vous ai dit, on n'a pas les moyens. On a crié, on n'en a pas. Le chef d'État nous a reçu un jour, a donné à presque 3600 000 de finances. Mais ça a duré avant que les moyens arrivent. Donc, sans doute, vous savez, vous ne pouvez pas dire je veux lutter contre la corruption quand vous n'avez pas posé les actes. Quand le chef de l'État, le président du parti, il dit je ferai de la lutte contre la corruption le combat de tous les jours, de tous les instants. Je me suis préparé. Mais la NSC a pris un an pour être installée, par exemple. La NSC a été installée tout récemment. Avec 10 membres contre 13. Il devait être 13 membres, il n'y en a que 10. Pourquoi? Et les 3 autres? Est-ce qu'on a dit au chef de l'État que ça doit être 13? Est-ce qu'on lui a expliqué qu'il y a 3 qui restent? Et pourquoi les 3 ne sont pas en place? Il faudrait bien... Donc, il est évident que l'État s'amuse aussi avec les tests. L'État joue. Donc, le président tout à l'heure parlait de retour, de 2 poids, 2 mesures. On a l'impression qu'on joue avec tout ça. Et quand on joue avec tout ça, l'opinion, il regarde, se dit, mais ces gens-là, ils veulent aller où? La lutte contre la corruption, la corruption n'est pas née sous le président Talon. Hein, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, quand on est arrivé, on a fait une étude, c'est un serpent de mer. Tous ces présidents-là ont tenté, on n'a jamais. Donc, il y a des éléments que le président a dit tout à l'heure, a sorti, et que je confirme. Vous savez, aujourd'hui, on peut déjà se rassurer, se féliciter des efforts faits ici ou là. Mais on ne peut pas se féliciter des petits pas. Non. Parce que l'opinion publique regarde les grands, les personnes, ceux qui sont investis des pouvoirs de l'État, ceux qui gèrent la chose publique.
Hein. Et là, quand on parle de milliards, de marchés publics, quand on parle des détournements de fonds, c'est là qu'il faut aller chercher et donner l'exemple. Parce que quand une autorité, dont on sait construction de ci ou de ça, quand même continue d'avoir pied sur rue, là, se pose des questions. Surtout s'il n'y a pas de suite aux procédures qui sont lancées. Donc on se dit, mais est-ce qu'il y en a certains qui sont au-dessus de la loi, alors que d'autres sont traînés littéralement devant les tribunaux en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ça donne une impression vraiment de l'opinion nationale. Exactement. Donc, je conclurai, je vous en prie, par là-dessus, la NLC, il faudrait et nécessairement que ce travail qui a été fait par Transparency International avec Social Watch, je pense que c'était ça, le SNI. Je pense que le gouvernement, au cours d'un conseil des ministres, a pris acte de ce document et a pris l'engagement. Il faudrait se saisir de ce rapport sur le système national d'intégrité, parce que nous avons tous contribué à ce document, qui est un document cadre. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on aille aller chercher d'autres choses. C'est dedans. Ce qu'il faut faire est dans ce document-là. Et si l'État a envie vraiment, si le chef de l'État a envie de faire de la corruption, un combat de tous les jours et tous les instants, je pense qu'il faudrait qu'il puisse donner une suite à ce document. Il y a un plan de travail, je pense qu'il y a une feuille de route qui a été élaborée, qu'on sente un effort réellement de combattre. Et je pense qu'il aurait fait un peu plus que ceux qui l'ont précédé. Et ce serait mieux. Alors, je peux confirmer déjà par rapport à ce que l'État est en train de faire. Il y a un arrêté interministériel qui a été pris sur le suivi donc, des recommandations de ce rapport qui était un outil commandité, une étude commanditée par le ministère des Finances. Donc c'est l'État qui a commandité pour faire l'état des lieux et voir au niveau des, disons, des institutions à quel niveau doit-on faire des efforts pour l'intégrité, encourager l'intégrité et faire reculer, n'est-ce pas, les bornes de l'impunité. En réalité, à défaut de l'éradiquer complètement, il faut agir et faire reculer ça d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il y a des efforts à ce sens-là. Le Conseil des ministres qui l'a adopté, ce qui est rare dans ce pays, ce que le Conseil des ministres a adopté ce rapport un mois après. Un mois après la présentation du rapport, le Conseil des ministres a adopté, a donné des instructions pour qu'à des niveaux donnés, il y ait une suite dans la mise en œuvre, dans les sensibilisations, dans la vulgarisation des conclusions de ce rapport-là. C'est un effort important. Et comme tu le dis, il ne faut pas seulement rester à ce niveau, il faut donner les moyens pour y aller. Et par là, de vos moyens que vous n'avez pas, je pense qu'il y a un problème d'articulation des niveaux d'intervention au niveau de l'exécutif, qui a la volonté de faire. Il faut que cette volonté se traduise dans l'engagement politique et l'engagement financier aussi. Donc, il y a une architecture entre l'exécutif et les institutions de financement qui doivent faire l'état des lieux, qui doivent toucher à la loi des finances, qui doivent mettre en place un processus pour pouvoir le faire. Je ne défends pas l'État ici, mais je pense aussi qu'il faut qu'on le fasse et qu'on ne reste pas toujours les bras croisés. Vous avez dit, l'ANLC n'est pas installée pendant 1 an. Ils sont 10 sur 13. Mais quelles sont les actions qui sont menées en direction de l'État pour que l'information circule? Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas laisser les bras croisés. Il faut intervenir pour pouvoir interagir. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Non, mais il y a un ministère qui s'est occupé de ce travail. Absolument. Oui, ouais. mais qui connaissent la loi. Ah oui, absolument. Ils connaissent la loi, donc normalement, ils doivent pouvoir. Donc, là, ils sont. Tout au moins, le ministère qui s'est occupé de ce travail connaît que. Mais là où vous avez raison totalement, c'est qu'il faut bien que, lorsque la volonté s'est exprimée, qu'il y ait un cahier de. Comment on appelle, une feuille de route. Il faut une feuille de route. Pour qu'il y ait aussi, une certaine accélération. Cet ancrage, c'est une sorte de cette tutelle de la NLC à la présidence. On a dit qu'il faut constitutionnaliser. Parce que depuis l'arrivée de avant, c'est le secrétaire général de la présidence. Mais avec la nouvelle équipe, le secrétaire général, maintenant, c'est un ministère d'État. Du coup, on s'est questionné qui est l'interlocuteur de l'ANLC. Pendant longtemps, on a cherché l'interlocuteur de la NLC à la présidence de la République pour poser les problèmes, pour échanger avec eux. Ça n'a pas été facile. On a été reçu une fois par le ministre d'État, Pascal Koupaki, mais il n'y a pas eu vraiment de suite. Donc, j'espère que la nouvelle équipe va essayer de régler ce problème d'ancrage avec la présidence, de régler la question de communication, de liens fonctionnels pour que l'NLC joue quand même sa partition. Parce qu'elle est quand même là, elle existe, elle bénéficie de l'appui des partenaires techniques. Oui, elle lui donne quand même une certaine notoriété, une certaine confiance. Il faut que la confiance dont les partenaires chargent, comment la NLC puisse se traduire également par des actions
Nous allons évoluer dans ce débat. Ouais. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une certaine volonté politique de la part des gouvernants d'évoluer, d'avancer sur cette question de lutte contre la corruption. Seulement, entre cette grande volonté affichée et l'efficacité du combat, le fossé est assez grand. Où se situe finalement, Gustave Assa, le handicap? Je pense que le handicap, c'est au niveau d'abord de la Constitution. En voulant parler exactement de l'impunité. Vous savez, les 2 poids 2 mesures sont observées. Quand vous prenez la situation du PPA2, par exemple, le gouvernement a beau avoir la volonté de faire ce qu'il peut. Le chef de l'État ancien avait demandé que l'on puisse renseigner l'ambassade des Pays-Bas sur les défauts. L'ambassade des Pays-Bas a demandé que la volonté politique soit exprimée pour qu'on annonce et qu'on dénonce et ensuite qu'on punisse. L'État a fait des annonces, l'État a dénoncé, l'État a demandé qu'un des ministres, là, par exemple, qui est concerné, démissionne. Mais ce n'est pas seulement à la démission. Il faut bien qu'il soit jugé. Mais voilà, les tests disent qu'il faut qu'on lui enlève, n'est-ce pas, l'impunité, l'immunité parlementaire. Cette immunité a rencontré une difficulté parce qu'il faut que les 3/4, n'est-ce pas, des députés puissent dire, ou les, je ne sais pas... En fait, le ministre était même doublement protégé. Parce qu'en tant que ministre, il avait la Constitution. Il avait, en tant que ministre, il avait ça. une immunité de juridiction. Maintenant, en temps, il est devenu parlementaire. Voilà, il est devenu... Et puis, à ce niveau, il y a le blocage. Exactement. Donc, il y a forcément que des réformes doivent enlever comment on appelle, les blocages pour que l'impunité soit une réalité dans notre pays. Donc, il y a ces niveaux-là où il faut le faire. Parce que les plus petits qui étaient même dans le même phénomène, dans la même situation, il y a des gens qu'on a emprisonnés. Il y a des gens qui ont fui du pays. C'est vrai qu'ils sont revenus maintenant encore. Il y a des gens qui aujourd'hui se posent la question de savoir, mais on n'a pas de preuves contre ce que je fais. Mais il y a aussi les questions de l'évidence. Il y a les questions de l'investigation. Au-delà de l'impunité. Il y a des audits qui sont faits, qui n'ont jamais été révélés. On n'a pas des résultats des audits. La dernière fois, on a fait des audits sur des situations, je ne sais plus exactement, mais la question était de savoir, est-ce qu'il faut révéler les noms de ceux-là? Est-ce qu'il faut dévoiler le nom de ceux-là au niveau de la presse? Est-ce qu'il faut qu'on ait une idée de tous ceux qui sont concernés par ce crime économique, ou il faut garder et envoyer au niveau de la justice? Mais entre la société civile et le pouvoir, la question était claire. Nous ne pourrons pas aujourd'hui, parce qu'il y a forcément des situations pour lesquelles, lorsque l'évidence n'est pas là, il faut qu'il soit jugé d'abord avant qu'il soit coupable. Lorsque les audits n'aboutissent pas, aujourd'hui, on n'a pas les résultats de ces audits. On ne sait pas qui est condamné et qui n'est pas condamné. Donc, en fait, il y a ces 2 niveaux-là où l'impunité n'aboutit pas. Si l'impunité n'aboutit pas, il y a ça. Et lorsque aujourd'hui, le pédalage est encore à ce niveau, lorsque on fait 2 poids 2 mesures, il y a certains pour lesquels la réaction de l'État à punir est prompte. On a changé plusieurs DRFM au niveau du ministère de la Santé, par exemple. Le dernier qu'on a changé, par exemple, c'est le monsieur qu'on a supposé qu'il a passé un marché de 800 millions d'une nuit au matin. Donc, pour ça, là, il faut l'enlever en même temps. Et c'est vite fait. Il y a des déclarations sur des choses pour lesquelles, lorsqu'on soupçonne un peu que ça ne va pas, on met dedans. On change plusieurs fois des directeurs d'un niveau donné. Et pour certains, il faut faire des enquêtes, il faut approfondir l'audit. Il faut comprendre qu'à ce niveau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais non, pas du tout. Si, lorsque l'État qui doit agir promptement prend du temps pour certains dossiers, et sur lesquels les populations ont surtout l'œil, et l'État ne réagit pas, les gens s'étonnent. C'est normal que les avancées dont on parle là soient plombées par ces impertinences-là, par ces réactions qui sont, à notre avis, pas au point pour faire avancer la lutte contre la corruption. Je vais revenir à vous, Gustave Assa. Agapit Napoléon, entre la volonté grandement affichée des gouvernants et l'efficacité des combats, le fossé, je le disais tantôt, est grand. Soit c'est une volonté, cette volonté constitue une mascarade de façade, ou soit c'est qu'il y a encore des dispositifs qui manquent pour que cette lutte devienne efficace. Oui, vous savez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a la puissance de se contrôler, de se contrôler lui-même. Et de se punir. De se punir. En réalité, c'est ce que nous demandons au gouvernement. Parce qu'il faut que le gouvernement dispose de l'administration, il dispose des finances publiques, il dispose des forces armées. Le gouvernement, le chef de l'État et son gouvernement, c'est la puissance de l'État. C'est l'État en puissance, avec tout ce que
Il est, en tant que président de la République, hein, il est le chef de toutes ces institutions. Même si les institutions, chacun, leur président, ils sont autonomes, tout ça là, lui, il plane. C'est pour ça, ouais, des vœux, ouais, tout le monde lui présente des vœux, il répond. Alors donc, le chef de l'État, le chef du gouvernement, il dispose de l'administration, il dispose de l'armée, il dispose des finances. Quand c'est comme ça, il ne peut pas. L'initiative de la lutte contre la corruption ne peut pas lui choix. Hein? Ça doit être carrément à une autre structure. Donc, je suis d'accord avec le président, parce que notre problème aujourd'hui, si en 90, c'était une question de l'urgence était la démocratisation, en 2015-2017, l'urgence, c'est la redevabilité, c'est la lutte contre l'impunité. On ne peut pas écrire un texte constitutionnel aujourd'hui sans mettre l'accent là-dessus et mettre en place des mécanismes qui doivent nous permettre d'y aller. Vous savez, moi j'étais à l'ANSC. Quand vous êtes à l'ANSC, vous n'êtes pas couvert. Pour y aller, vous avez en fait, il y a tellement de précautions qu'on prend pour vous envoyer, mais vous n'êtes pas couvert. Vous avez 3 ans renouvelables une seule fois. Mais vous avez 3 ans. Ce que vous avez pu faire à l'intérieur des 3 ans, pour quand on veut vous empêcher d'y aller, on vous attaque là-dessus. Vous n'êtes pas couvert. Vous n'avez pas de moyens. Vous êtes lié, vous dépendez de la présidence de la République, même pour vos finances. La loi Abo dit le budget est voté intégré au budget général de l'État, mais la présidence préfère garder le budget à l'intérieur. Et le directeur de l'intendant de la présidence de la République, c'est lui qui il dispose d'un code. Ce n'est pas lié à ce gouvernement-ci, c'est depuis l'ancien, il faut être clair. Ce n'est pas lié à ceci. Donc, c'est pour dire que l'État n'a pas voulu, la volonté politique ne s'est pas exprimée par un engagement ferme à se débarrasser, à laisser la justice, une structure autonome faire son travail et la justice. Alors que les conventions internationales demandent d'avoir des autorités nationales indépendantes qui peuvent être en mesure de faire des enquêtes indépendantes, d'aller aux poursuites avec des procureurs indépendants. Parce que normalement, il y a des pays, des traditions anglophones peut-être, mais qui ont des procureurs à leur disposition. La NLCA, un magistrat, a des OPJ. C'est vrai, les textes ont dit qu'on peut utiliser les services de l'État pour fouiller, pour des enquêtes. Mais le problème, c'est que, quelle que soit la nature du document que la NDC prépare et envoie vers le procureur, ça a toujours valeur d'une enquête administrative, d'un document administratif, d'un document provenant d'une structure administrative autonome. Et du coup, le procureur ne peut que relancer une instruction. Vous pensez qu'on doit doter l'ANC d'un pouvoir coercitif? Si on a besoin d'avoir des résultats, on est obligé de doter l'ANLC de faire l'architecture telle que les documents qui quittent l'ANLC seront frappés de ce. Comme à la CENTIF, déjà, il y a quand même un effort. Quand vous regardez la cellule de traitement des informations financières, qui est quand même logée au ministère qui dépend du ministère des Finances et de l'économie, la CENTIF a plus de marge que la NLC en matière de quand ces rapports vont, ces documents vont, le procureur est obligé d'envoyer ça à un juge d'instruction. C'est donc du coup, le gouvernement n'a plus la main sur cette. Je dis le gouvernement, il ne faut pas voir ceci. C'est les gouvernements. Parce que dès qu'ils ont toujours la latitude de discuter, de débattre, ils peuvent démettre quelqu'un la nuit, comme ils peuvent le garder en ouvrant, quand on prend l'histoire du procureur Bernard Méthor. Quand il était question qu'on puisse s'en débarrasser, on s'en est débarrassé rapidement. On n'a pas lancé une procédure judiciaire. On a d'abord fait la procédure administrative qui est plus rapide. On l'a fait partie. Alors qu'il y a des dossiers, on dit bon, on saisit le procureur. On sait bien qu'en saisissant le procureur, met en place une commission d'enquête. Ils vont mettre en place une enquête judiciaire au niveau de la brigade de la sous-direction de l'affaire économique. Ça va rester là. Après, ça retourne au procureur. Après, ça va chez les juges d'instruction. Ça peut dormir. Au final, ça donnera rien. Au final, ça donnera rien. Et des choses pèsent sur la personne. À un moment donné, les personnes reprennent leur activité. Je suis convaincu que dans les dossiers PPA 2, on a peut-être sali des gens. Tout simplement parce qu'on n'est pas allé vite. Alors que si au moins certains avaient été jugés tout au moins de manière administrative, on aurait su au moins à quel niveau les dossiers ont été. Mais les dossiers sont toujours au niveau des tribunaux, de l'instruction innocente. Donc, après, les gens sont présumés innocents. Jusqu'à même la preuve de leur culpabilité soit définitivement. Donc, du coup, à ce niveau du PPA2 et des dossiers, dès que la procédure est au niveau de la justice, donc ça échappe. Le problème, si on veut avoir vraiment la lutte contre l'impunité, il faut que les dossiers qui quittent la NLC aillent directement en instruction. Donc, il faut des réformes. Quand ça quitte la NLC, en tout cas, l'organe que l'État met en place, que ce soit la NLC ou... Mais quand ça quitte,
il faut que ça aille en instruction judiciaire et que ça finisse l'instruction judiciaire. Quand vous faites comme ça, on sait que ça avance. Mais si c'est le procureur de la République, quel qu'il soit, je n'ai jamais procureur, je n'ai rien contre eux, mais les procureurs ne sont pas libres. Le ministre peut lui faire une instruction écrite. Et là, du coup, il est obligé de suivre. Et il n'ira pas diffuser l'instruction écrite d'un ministre dans les médias. Donc, tant que c'est au niveau du procureur, c'est toujours la haute main du ministre de la Justice. Et c'est le gouvernement. Alors, voilà un peu, il faut que les membres de la MSC disposent également d'une couverture de fonction. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils sont livrés à tous les aléas possibles. Et j'en suis je ne vais pas parler de moi-même, mais ils sont livrés à tous les aléas possibles. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas demander à des personnes qui prennent des risques d'être à la merci du policier qui va te prendre pour t'interroger du jour au lendemain sur une dénonciation, sur une plainte. Il faut encadrer. Et les conventions qu'on a signées, et le protocole de Jakarta, par ailleurs, demande qu'on couvre, la directive de Jakarta, qu'on couvre les personnes qui sont en charge de la lutte contre la corruption. Donc les moyens de travail, une couverture, un lien géré avec directement la justice. Je pense que une capacité d'autosaisine, une capacité d'enquête avec procureur indépendant, quand on a ces choses, on pourrait... Il y a des inspections générales qui travaillent par-ci, par-là. Si déjà leur rapport peut tomber au niveau de l'autorité, qui les traite avec l'aval des procureurs indépendants, qui peut faire des enquêtes, fouiller, tout ça, et après aller vers un juge. Parce qu'une organisation du genre peut permettre d'avoir plus de résultats. Et ça, c'est-à-dire que la Constitution peut bien le prévoir, et la Constitution peut bien le prévoir, comme une loi peut le faire si toutes les volontés sont exprimées. Et je pense que, entre autres, ce que demande le rapport sur le SNI pourrait permettre d'avancer un tout petit peu. Mais si on laisse toujours la main au gouvernement, quel qu'il soit, d'aujourd'hui ou de demain, je ne pense pas qu'on puisse avancer. On comprend donc que je vais rapidement embrayer sur ça. On va évoluer dans J'embraye rapidement sur ça pour dire qu'il faut aussi régler la question de la formation des magistrats. Parce qu'on n'a pas de magistrats formés exactement sur des questions de criminalité et de crimes économiques dans notre pays. Il faudrait en arriver là. Gustave Assau, on va évoluer dans ce débat. On ne saurait parler de lutte contre la corruption sans parler de la récente déclaration de Roselyne Soglo à l'Assemblée nationale, de l'argent qui aurait circulé au sein de l'hémicycle pour orienter les votes dans le cadre de la recevabilité du projet de lutte contre, du projet de révision de la Constitution. Comment un acteur comme vous, engagé dans la lutte contre la corruption, a apprécié un tel aveu? Je pense que c'est une déclaration choquante que nous avons entendue parce que déjà le système national d'intégrité, l'étude qui a eu lieu a déjà révélé des faiblesses d'intégrité au niveau de cet appareil, le Parlement, de cette institution, j'allais dire. Et donc, les questions qui étaient évoquées étaient surtout des questions de déclaration de patrimoine, d'achat de conscience et d'autres questions qui étaient là. Mais il fallait aller à l'évidence, effectivement, pour qu'on puisse comprendre. Mais lorsqu'un aveu de cette taille apparaît, c'est assez choquant. Et mieux, il y a un autre député qui a aussi dit, si on nous donne la Bible et le Coran aujourd'hui pour qu'on mette la main dessus, que lui, en tout cas, il ne mettrait pas, mais qu'il est convaincu que tous ses collègues, lorsqu'ils vont pouvoir mettre la main dessus, ils pourront se rendre compte de l'évidence qu'ils sont dedans ou non. L'argent circule-t-il ou non au niveau du Parlement? C'est une question importante pour nous. Si on doit aller au-delà de ce que nous cherchons à comprendre, nous pensons vraiment qu'il faut, et nous avons dit dans un journal qu'il faut que la députée nous donne des éléments d'appréciation. Sinon, c'est extrêmement grave pour l'ensemble des députés d'abord, et chaque député ensuite, et pour l'institution. C'est une humiliation nationale. Je dirais même, c'est difficile pour qu'on dise d'un pays que ces députés sont corrompus. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de sensibiliser. D'abord, d'avoir des éléments de preuve, d'aller plus loin pour comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ces manifestations qui déjà s'observent pendant le vote, pendant les élections. Et le choc est d'autant plus important pour nous parce que lorsque le président de l'Assemblée a voulu a fait son discours d'ouverture, pas d'ouverture, mais d'investiture, il avait accusé des télécommandes sans vertu. Ça veut dire que, du coup, les vertus n'ont pas encore quitté les télécommandes.
Ça veut dire encore que ce problème existe et la corruption est au Parlement. Mieux, le président de la République a aussi déploré le rôle de l'argent dans les élections dans notre pays. Et qu'à ce niveau, on n'observe pas effectivement que ce qu'il a déploré reste encore d'actualité. Si c'est avéré, si c'est vérifié, si l'évidence est là, c'est un grand problème pour le pays, notre pays. Et je pense aussi que, comme vous l'avez demandé, est-ce que l'argent circule? Oui, l'argent circule au niveau du Parlement. Et l'argent qui circule, que nous connaissons, c'est les frais de mission, c'est les services parlementaires qui sont rendus. Mais au-delà de ça, si l'achat de conscience rentre dedans, c'est extrêmement difficile et nous dénonçons cela en attendant de voir les preuves. Agapit Napoléon, après cette déclaration du député Rosine Soglo à l'Assemblée nationale, vous savez ce sentiment que le Bénin a un Parlement corrompu, un Parlement corrompu. Moi, en tant que journaliste, on a déjà beaucoup de soupçons depuis des années, depuis des décennies. En fait. On a déjà eu des soupçons plusieurs fois. Je me rappelle en 1998, dans le cas du vote de la loi portant le code du travail, il y avait une situation du genre où des députés étaient soupçonnés d'avoir reçu de l'argent parce qu'il y avait ce débat sur l'avancement au mérite à l'époque. Donc, il fallait payer pour que le projet passe. Il y a un député, justement, du même parti que Mme Seclo, le feu Capou Moussa, c'était un député qui était élu à Parakou, mais sur la liste de la RB, avait reconnu, avait plus de l'argent. Je me rappelle, c'était en 1998, dans le cadre de la loi sur l'avancement au mérite. C'était le code du travail. Non, il était de Djougou, non? Voilà, oui, non, c'était Parakou. Il était élu à Parakou. Voilà. Alors, il est décédé, à son âme. C'est pour dire quoi? Que ce n'est pas un truc, ce n'est pas une information. Mais c'est la première fois que dans l'hémicycle, de manière aussi solennelle, une personnalité de la trempe de Rodin Vera Soglo fasse une telle déclaration. Mais elle n'est pas allée au bout, par ailleurs. Elle n'est pas allée au bout. Parce qu'elle sait qu'elle est protégée de l'intérieur par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ou c'est la Constitution, je pense que c'est le règlement intérieur, qui fait office de bloc, qui la protège. Parce que tout ce qui est dit au sein de l'hémicycle est protégé. Le député est protégé, ne peut pas être poursuivi pour ça. Mais du coup, ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle aurait dû faire, si elle a vraiment envie, qu'elle aille volontairement voir le procureur de Porte-Novo en disant, Madame, Monsieur le procureur, j'ai une information. Parce que toute personne qui a connaissance d'un crime, qui ne le dénonce pas d'une infraction, doit pouvoir en aviser le procureur de la République ou le PJ compétent. Ou du coup, elle devient complice. Justement, si c'était dans un pays sérieux, est-ce qu'une institution en charge de la lutte contre la corruption n'aurait pas pu se saisir de Je vais arriver. On a même demandé ça dans notre sortie. Immédiatement, le jour où la sociologue est sortie pour demander que l'autorité nationale de lutte contre la corruption se saisisse et que nous ayons les investigations nécessaires. Je ne suis plus. Mais d'abord, elle-même, il faudrait dire qu'elle soit responsable. C'est une personnalité qui, moi, j'ai un grand respect. Absolument, parce qu'elle a joué un grand rôle dans ce pays. C'est une grande personnalité, enfin, c'est une icône nationale. Donc, elle mérite respect. Cela dit, ce qu'elle a dit là, pour moi, ne peut pas s'arrêter là. Si elle s'arrête là, je pense que on ne peut pas. Non, c'est du suivi, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'elle soit sanctionnée conformément au test de l'Assemblée nationale. Si tant est que les tests sont prévus, elle-même le disait hier, où j'ai écouté un son où elle dit qu'elle est prête à recevoir la sanction. Il faut qu'elle aille au bout. Il faut qu'elle aille au bout, dénoncer et apporter les sous. Parce qu'on ne sait même pas combien ils ont reçu. Est-ce qu'il faut déposer? Parce que si elle a reçu de l'argent, on nous a corrompu. C'est péremptoire. Qui a corrompu? Combien a-t-elle pris? Voilà. Qui sont ceux qui ont pris aussi? Oui, c'est péremptoire. Nous voulons savoir ça. C'est péremptoire. Donc, maintenant, on doit aller au fond de cette affaire. Vous avez parlé de l'autorité. Oui. J'ai appris que le FONAC aurait écrit au président de l'Assemblée. Moi, ça m'a surpris parce que justement, le président du FONAC est le président de la RLC. Mais je pense que dans ce genre de choses, il faut donner de la poigne, il faut donner l'autorité à la structure la plus compétente. Aujourd'hui, c'est la NLC. Moi, je pense que... Est-ce que la NLC a les prérogatives aujourd'hui? La NLC a les prérogatives, puis c'est exploité à toutes fins utiles. Absolument. J'ai appris
Donc, l'ANSC ne peut pas condamner, mais l'ANSC peut se renseigner. Il y a l'APNAC, l'Assemblée parlementaire qui lutte contre la corruption. On a des relations avec l'ANSC, avec l'APNAC. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit plutôt une concurrence des OSC. Il faudrait que l'autorité, on le parlait tantôt en parlant de son rôle, de son envergure, il faudrait donner à l'autorité son envergure. Donc, moi, je pense que dans ce dossier, c'est beaucoup plus l'ANSC qu'on devrait voir que la sortie de Social Watch se comprendrait. Une sortie de FONA qui demande que l'ANSC se saisit du dossier se comprendrait. Mais une saisie que le FONA qui va vers l'information alors que son président est quand même à l'ANSC pose un petit problème. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Le temps passe très vite. Gustave Assa, président du réseau Social Watch Bénin, Agapit Napoléon Maforican, ancien membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Merci d'être passé dans cette émission avec vos différents points de vue. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. À très bientôt sur SICA. D'ici là, portez-vous bien.